Bonjour, bienvenue sur le podcast Sur la ligne, le podcast qui s'intéresse aux deux côtés du football et du soccer, celui des tribunes et des enjeux et celui du terrain. Nous parlerons aujourd'hui de football allemand. Nous commencerons par parler de Alphonso Davies, la star du foot canadien et futur joueur du Bayern Munich. Nous resterons en Allemagne, un pays qui se pose des questions suite à l'échec de sa sélection, autant sur sa sélection que sur la position de la Bundesliga. Et enfin, nous présenterons rapidement la future saison de la Bully. Pour cela, comme d'habitude, j'ai un invité. Enfin, un invité, il est chez lui, c'est plus vraiment un invité. C'est évidemment celui que vous appréciez tous, Tom, expert S-football et surexpert foot allemand. Ça va, Tom? Super Alex, super. Parfait. Eh bien alors, commençons tout de suite. Alphonso Davies, la paire de la sélection canadienne, a été transféré au Bayern Munich. Peux-tu nous présenter rapidement le joueur et le club, ainsi que les conditions du transfert? Ok, alors Alphonso Davies, c'est ce joueur né il y a à peine 18 ans, dans un camp de réfugiés au Ghana, de parents qui fuyaient la guerre civile au Libéria, et qui est arrivé à l'âge de 5 ans au Canada. Et cet été, Alphonso Davies a fait l'objet du transfert le plus onéreux qu'a connu la MLS jusqu'à présent. En effet, donc le Bayern Munich, qu'on ne présente plus, le recordman des titres en Bundesliga, s'est assuré les services d'Alphonso Davies alors il y a 10 millions d'euros en somme fixe, donc qui seront payés d'un seul coup, plus 9 millions d'euros qui seront versés sous forme de bonus. Voilà, c'est à peu près, on va dire 20 millions d'euros en tout, sachant qu'il y a des petites variations par rapport à la variation entre le dollar et l'euro. Alors, Alphonso Davies est un excellent dribbleur et buteur. J'imagine que nos auditeurs ont tous vu le but qu'il a marqué contre DC United le 15 juillet dernier. Et c'est un milieu de terrain qui peut jouer côté gauche, son préféré, ou sur le côté droit. Ce qui fait dire en Allemagne que c'est potentiellement le nouveau Ribéry, voire le nouveau Robben, au choix. Et en 3 saisons de MLS, à noter fut le premier joueur né dans les années 2000 à jouer en MLS, à l'âge de 15 ans, 8 mois et 15 jours. Donc en 3 saisons en MLS, sa progression fut constante. Et cette année, il a déjà marqué 6 buts et délivré 8 passes décisives. Il a aussi, tu en as parlé, des références au niveau international, puisqu'il est devenu en juin 2017, à 16 ans, 7 mois et 12 jours pour être très précis, le plus jeune joueur international du Canada, avant 2 semaines plus tard, de devenir le plus jeune international canadien à marquer un but. C'était en Gold Cup. Et est-ce que tu connais l'adversaire Est-ce que tu peux deviner l'adversaire contre lequel il a marqué son premier but, Alex? Est-ce que tu as une idée? Je crois que je préfère pas savoir. Ok, la Guyane française. La Guyane française, donc il y a un petit lien avec la France. Voilà. Ah bah oui, mais depuis que Bernard Lama n'est plus a choisi la France, c'est devenu beaucoup plus facile. Et donc, alors pour faire le bilan international d'Alphonso Davies, pour l'heure, il est de 7 sélections avec 3 buts. C'est quand même un bon début. Alors, il ne reste maintenant à Davies plus que de faire ce qu'il y a de plus difficile peut-être, à savoir prouver qu'il peut être aussi bon en Europe qu'au Canada. Alors, il est alors important de noter qu'il va finir la saison actuelle en MLS. Il ne rejoindra le Bayern qu'en début d'année 2019. Alors, en plus, à ce moment-là, il aura déjà 18 ans. Ensuite, alors, comment ça va se passer au Bayern? Ce qui est convenu, c'est qu'il va s'entraîner avec les pros. Et ensuite, il va jouer avec l'équipe réserve, l'équipe des jeunes, en Ligue régionale. C'est comme l'ont fait par exemple Schweinsteiger à l'époque, ou Müller aussi, Thomas Müller. Et on en avait déjà parlé de ces ligues régionales en parlant de Babelsberg et surtout en parlant de Samuel Piet qui a fait une partie de sa formation à Düsseldorf et dans la ligue régionale. Voilà ce que j'avais déjà noté pour Alphonso Davies. Est-ce que tu as des questions en plus ou est-ce que la présentation te va? Oui, alors c'est vrai que moi j'ai remarqué quand même que le transfert avait eu un retentissement en France parce que ça a surpris. D'abord le Bayern, c'est un club qui est prestigieux. En plus, le Bayern, c'est pas un club de coups. Donc c'est vrai que c'est un club qui recrute peu. Là, d'ailleurs cette année ils ont eu principalement les retours de prêt. Et c'est pas un club qui additionne les contrats, contrairement à d'autres clubs comme par exemple Chelsea qui a 31 joueurs prêtés en Europe, Manchester City qui en a 17.
le Bayern prête peu. Cette année, ils ont prêté a priori qu'un seul joueur. Donc c'est vrai que ça a eu un vrai retentissement, ça a surpris. La MLS, elle l'intéresse en France, elle l'intéresse relativement peu, mais ça, c'est vrai que ça a été un sujet d'intérêt. Finalement, c'est vrai qu'on parle de MLS en France quand on parle de garde, on parle de MLS quand on voit les exploits d'Ibra. Là, on a vu un but magnifique contre Toronto. Mais on a un petit peu parlé de Balou, mais on a plus parlé, ça a eu un plus grand retentissement Davis que Balou. Donc il faut aussi dire que une telle somme en Europe, c'est pas vraiment un cas unique, puisque le Red Bull Salzbourg a investi 40 millions pour 3 joueurs cet été, Nordi Mukele, le Montpellierin, pour 14,4 millions, Marco Saracchi de River Plate pour 10,8 millions, et Mathieu Cunha de Sion pour 13 millions. Voilà. Monaco est aussi spécialiste pour prendre des joueurs jeunes et les payer cher, puisqu'ils ont acheté cet été à Lyon le jeune Jebes pour 25 millions, et ils ont acheté en Allemagne Heinrich pour 20. Donc si on regarde le prix, il est évidemment important pour la MLS, important en général, mais ça ne fait pas rentrer ce transfert dans le top 100 des joueurs les plus chers de moins de 21 ans dans le top 5 des ligues. Donc le top 5, c'est l'Espagne, l'Angleterre, l'Italie, l'Allemagne et la France. Donc a priori, le joueur le plus cher dans cette catégorie, c'est Kylian Mbappé. Derrière, il y aurait Dele Alli. Et c'est vrai que Davis, avec ce prix-là, il serait dans les 110, 120 jeunes les plus chers de ces 5 grands championnats. Après, c'était aussi l'objectif du Bayern. On en reparlera peut-être tout à l'heure, mais c'était l'objectif du Bayern d'aller chercher Davis avec un prix, disons qu'il n'aurait pas pu payer ce prix aussi peu cher, si je puis dire, pour un talent européen. C'est aussi ce qui peut expliquer le fait que ça ne soit pas un énorme transfert par rapport aux chiffres que tu donnes. C'est vrai, ouais, on va sans doute en parler un peu plus tard, mais bon, ça reste quand même une somme pour un aussi jeune joueur, pour un joueur qui évidemment a beaucoup prouvé en MLS, mais a prouvé sur un temps court. Oui, c'est vrai qu'il est particulièrement précoce, mais ça reste quand même sur un temps court. Maintenant, il a quand même été payé une certaine somme, mais c'est vrai là, je lisais il y a pas très longtemps un article de Paul Kennedy qui disait qu'il y a 5 Américains, tous de l'an demi, qui ont rejoint les clubs de Bundesliga cet été, après avoir eu 18 ans. Et il y a une demi-douzaine d'autres Américains qui ont fait le tour des clubs, et ils sont tous partis pour rien. Donc c'est vrai que finalement, déjà qu'il ait été payé, c'est déjà la preuve de sa valeur et de l'investissement qu'a fait le Bayern. Donc les 5 Américains qui seraient partis, c'est Christopher Gloucester des New York Red Bulls qui est parti à Hanovre, Zion Jones de Schalke 04 qui allait à Schalke 04 depuis Atlanta, Chris Richards du FC Dallas qui est aussi en Allemagne, Josh Sargent de Saint-Louis Scott Gallagher dans le Missouri, qui allait au Werder, et enfin Sébastien Soto du Real Salt Lake, qui allait à Hanovre. Donc c'est vrai que ça reste quand même. Ouais, voilà, je pense que ça veut aussi dire que finalement les Allemands ont compris qu'en MLS et pas qu'en MLS, il y avait eu du talent, que ces joueurs-là, on pouvait les prendre pour pas grand-chose et faire un pari. Maintenant, il est bien évident que c'est quand même un investissement de prendre un joueur et que les clubs allemands n'ont pas destination à multiplier les joueurs, mais on sait que les Allemands font confiance aux jeunes joueurs et qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs qui ont réussi en Allemagne. Chez les Français, il y a par exemple Pavard qui est le meilleur exemple. Il est allé à Lille, il était à peine titulaire et finalement, grâce au championnat allemand, il a été sélectionné avec l'équipe de France. À la surprise de tous, il a même été titularisé, et il a fait une très bonne Coupe du Monde et maintenant il est champion du monde. Et c'est vrai que il n'est pas le seul. Il y a aussi le jeune Cuisance qui est strasbourgeois et qui joue aussi en Allemagne, qui a aussi en partant tôt réussi à prouver.
ils ont aussi recruté le jeune Roussillon, celui qui a relégué Oyongo sur le banc l'année dernière et qui a été élu parmi les 2 meilleurs arrières latérales de L1. Voilà, il y a eu énormément de de jeunes Français surtout, puisqu'ils sont 25 en Bundesliga. C'est le 2e plus grand contingent étranger en Bundesliga. Ouais. Comme je l'ai dit, et j'allais finir là-dessus, l'Allemagne fait aussi confiance aux jeunes, puisque depuis 2013, il y a 159 joueurs de moins de 20 ans qui ont joué en Bundesliga. C'est un chiffre qui est assez équivalent à l'Italie, mais qui est bien supérieur à ce qui peut arriver en Angleterre, puisqu'ils sont que 132, et bien supérieur encore à l'Espagne, où ils ne sont que 116. Donc il y a quand même un vrai intérêt dans ces jeunes joueurs. Donc pour toi, pourquoi est-ce qu'il a été recruté lui plutôt qu'un autre? Qu'est-ce qu'a pu voir et quel est l'intérêt qu'a pu avoir le Bayern? Alors, il y a ce que tu as dit sur effectivement le fait d'aller vers la MLS pour avoir des joueurs moins chers. Ensuite, bon, pourquoi lui plutôt qu'un autre, c'est un peu compliqué vraiment pourquoi lui par rapport à d'autres peut-être jeunes talents de la MLS. Bon, c'est difficile à dire. En revanche, pourquoi un joueur de MLS? Il y a aussi un aspect peut-être au-delà du talent à fournir, comment dire, du talent qui peut être déjà là. D'ailleurs, entre parenthèses, juste ce que je voulais dire ici quand même, c'est que cela montre aussi la qualité de la formation en MLS. S'il y a autant de joueurs de clubs allemands qui vont là-bas pour recruter des joueurs de 17-18 ans, c'est qu'ils considèrent qu'ils ont été suffisamment bien formés pour ensuite simplement peaufiner les détails, si je puis dire. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, alors il y a un aspect peut-être plus économique dont il faut parler quand même, c'est que quand est-ce que a été annoncé le transfert de Davis au Bayern cet été? C'est au moment où le Bayern était au Canada, ou en tout cas en Amérique du Nord, pour sa tournée de pré-saison. Enfin, c'est devenu une habitude maintenant, les grands clubs européens vont faire des tournées de pré-saison, qui en Amérique du Nord, qui en Asie. Et là, donc, on peut quand même, il faut d'ailleurs souligner cette concomitance entre la pré-saison du Bayern en Amérique du Nord et l'annonce officielle du transfert de Davis. Donc il y a une idée aussi comment dire, de conquérir le marché canadien pour exporter la marque Bayern Munich à l'étranger. Et ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus courant. Voilà. Il n'y a pas que le Bayern qui fait ça. Il y a d'autres clubs aussi. C'est ça. Ouais. Moi, j'ai eu la curiosité d'aller sur le site d'Adidas Canada. Ouais. Et je me suis rendu compte qu'il y avait plus de produits du Bayern que de produits des Clowns, donc de Toronto, et 3 fois plus que de produits d'Impact. Et que la tête d'affiche justement sur le site d'Adidas Canada, c'était pas un joueur de Toronto ou un joueur de l'Impact, mais c'était Davis. Et c'est bien dire à quel point Adidas Canada a des grands espoirs sur Davis, et à quel point ils savent que c'est une tête d'affiche qui est intéressante, parce qu'ils auraient aussi pu mettre ou quelqu'un de MLS, ou alors simplement un joueur du Bayern, par exemple, Müller, Ribéry ou James Rodriguez. Ouais, ça fait le lien entre les deux en fait. Ça permet de toucher autant le marché ça fait un pont. européen. C'est exactement ça. Ouais. Ouais, j'avais juste un petit chiffre sur le Bayern. Actuellement, il y a quand même déjà plus de 6500 membres de l'association du Bayern Munich en Amérique du Nord. Donc il y a quand même déjà une implantation en Amérique du Nord, mais je pense qu'ils ont quand même comme objectif d'augmenter cette implantation, et pas seulement en tant que nombre de membres, mais comme tu le disais, au niveau économique avec leur partenaire Adidas. Bon. Ouais. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Et puis je pense qu'aux États-Unis et en Amérique du Nord, la place, elle est déjà prise par des clubs britanniques, par le Real et le FC Barcelone. Il y a rien qu'à regarder finalement les podcasts du Cannes Football Club. Les Trois Lions parlent de foot britannique, le Blaugrana parle de Barcelone. Ça montre bien que finalement il y avait un certain nombre de places qui étaient déjà prises aux États-Unis et au Canada, et que finalement Adidas, en attaquant le Canada plutôt que les États-Unis, a
s'est peut-être dit que c'était un marché qui était déjà moins occupé. Quand les grands clubs anglais ou les grands clubs espagnols font des tournées, c'est vrai qu'en général, ils vont aux États-Unis, ils vont à Los Angeles, à Miami, à New York. Et donc finalement, ils se sont peut-être dit que le marché canadien, c'était un marché qui était moins occupé, où les autres étaient moins installés. Ils ont fait ce choix-là. J'aimerais bien, tu pourrais y revenir toi aussi, juste parler un petit peu finalement du choix aussi de Davis, ce joueur, parce que c'est évidemment pas qu'un choix marketing. Davis, il est jeune, il a prouvé en MLS rapidement, il a prouvé en équipe nationale, et je pense que la Gold Cup a été aussi un des critères de choix de Adidas, c'est Adidas et du Bayern. Joli lapsus. Finalement, je pense que c'est deux clubs qui sont quand même, enfin c'est deux entités qui sont quand même très proches. Hein. Le Bayern, il a Adidas depuis l'invention du Bayern, l'invention d'Adidas. Donc je pense qu'il y a une réflexion qui est peut-être commune et voilà. C'est vrai que parfois il y a des accords comme ça qui se font entre la marque et l'équipe facilite le recrutement de tel ou tel joueur. Oui, sachant que Adidas a un contrat à durée indéterminée avec le Bayern. Voilà, c'est ça. Exactement. Et je pense que si d'autres clubs font des contrats records, eh bien à mon avis, il doit y avoir un accord pour que Adidas augmente la somme qu'il verse chaque année à Munich. Je pense que ça, c'est des choses qui sont organisées de façon très claire. Et je voulais aussi revenir sur la Gold Cup parce que moi, je considère aussi que, et ça c'est un petit peu triste, la MLS, elle est un petit peu sous-estimée parce que c'est vrai que le transfert, par exemple, d'Oyongo, qui est parti de Montréal pour aller à Montpellier, on a beaucoup dit que c'était un transfert qui s'était beaucoup fait grâce à la très bonne CAN, au très bon championnat d'Afrique des Nations de Yongo, et que c'est ça qui a plus validé le recrutement plutôt que ces très bonnes prestations en MLS. Enfin, Davis, c'est un joueur qui a beaucoup de qualité et comme l'expliquait très bien notre ami Kurt Arsouille, il a à la fois un apport statistique en termes de buts, en termes de passes, mais il a aussi un apport en termes de jeu qui est incontestable. C'est un vrai joueur de foot, c'est pas juste quelqu'un qui sera efficace dans les derniers mètres. Et donc, je pense que ça aussi, ça a participé à la décision du Bayern. Qu'est-ce que toi tu penses de tout ça? Oui, c'est sûr que ça a tout à fait joué. Et il y a aussi un autre aspect que je me permettrai d'ajouter, c'est que ça s'inscrit aussi dans le projet du Bayern d'intégrer des jeunes joueurs comme ça. Pour en fait, quel est l'objectif du Bayern d'intégrer des jeunes joueurs et de les inscrire dans la durée dans leur projet? C'est de retrouver l'esprit club. C'est-à-dire ne pas prendre des mercenaires, des joueurs plus aguerris, mais qui n'auraient pas en fait en eux la fibre du club, qui ne connaîtraient pas l'histoire de ce club. Et donc de prendre un jeune joueur comme Davis, ça permet de lui inculquer cette culture, cette culture du club, et de retrouver des joueurs de club, un esprit vraiment de club. Et pourquoi est-ce que c'est important, notamment pour Niko Kovac, l'entraîneur? Parce que, d'après lui, il considère que lorsque le Bayern a réussi à gagner la Ligue des Champions, enfin les meilleurs résultats du Bayern finalement, ont eu lieu dès lors qu'il y avait cette ambiance club. Et du coup, c'est là aussi l'aspect à long terme de Davis. Pourquoi est-ce que Davis maintenant et pas plus tard? C'est parce que voilà, on va pouvoir l'intégrer vraiment tout de suite dans cette culture du Bayern, qui fait qu'on emmène les joueurs à la fête de la bière au début de la saison. Ce genre de choses, et pour retrouver vraiment cet esprit club, enfin c'est vraiment dans un projet global, pour encore une fois cet esprit club, pour permettre au Bayern de surmonter certains handicaps qu'il a par rapport à d'autres concurrents européens, pour pouvoir gagner à terme la Ligue des Champions. Ouais, moi je suis tout à fait ton analyse, et c'est vrai que je pense que l'idéal est là. Quand ça fonctionne au Bayern, les joueurs y restent, même les joueurs étrangers. Bon, alors, on peut parler des Français. Larry Berry, ça fait très longtemps qu'il est au Bayern, et il reste. Il va y finir sa carrière. Lizarazu, ça a été pareil. Sagnol aussi. Et c'est vrai que finalement,
euh, le Bayern a aussi cette capacité à faire réussir les joueurs étrangers, parce que je pense que c'est un vrai club. D'abord, il y a une forme, quelque part, c'est un club assez étonnamment assez familial. Bon, Ouais. il est aussi surnommé le FC Hollywood parce que les joueurs ont souvent des gros égos, parce qu'il y a des scandales, mais c'est un club qui a une ambiance assez familiale, puis c'est un vrai grand club, donc ils prennent en charge les joueurs. Quand ils arrivent, ils vont les aider à s'installer, ils vont leur faciliter la vie pour que le joueur n'ait plus qu'à performer sur le terrain et n'ait pas de problème en dehors du terrain. Et donc ça, c'est vrai que je pense que c'est aussi la chance finalement de Davis d'être tombé dans ce club, et c'est aussi peut-être la raison pour laquelle lui a vu ce transfert de façon favorable. C'est parce qu'il arrive dans un club où il va être intégré. Il arrive dans un club où ses concurrents, il y en a un certain nombre qui sont assez vieillissants. Ribéry, Schneider, c'est vrai que c'est des joueurs qui sont vieillissants. Donc ils peuvent pas faire une... Pardon? Robben, c'est pas Schneider, c'est Robben. Arjen Robben. Robben, excuse-moi. Robben. Donc, et oui, je te remercie. Robben, donc, ils pourront pas faire une saison entière. Il y a des vrais risques de blessures. Évidemment, il y a Gnaby, mais le Bayern réussit très bien ses compétitions. Donc, ils vont aller, comme chaque année, loin en coupe. En championnat, on en parlera tout à l'heure. Ils seront sans doute... il est fort possible qu'assez rapidement, eh bien, ils aient réussi à faire le trou par rapport à leur adversaire, et donc ça pourra faire beaucoup d'occasions pour Davis d'avoir du temps de jeu. Et quoi qu'il en soit, quand on est à l'entraînement avec d'aussi grands joueurs, eh bien, on apprend beaucoup, et voilà, et ça fait c'est un accélérateur d'expérience, et c'est un accélérateur de formation qui est rare. Alors oui, je voudrais rebondir sur ce que tu disais, parce que l'ambiance familiale dont on parlait, elle a été mise en avant par le Bayern pour faire venir Davis. Parce que effectivement, là, on parle beaucoup de pourquoi le Bayern a choisi Davis. Il y a aussi la question de savoir pourquoi Davis a bien voulu aller au Bayern, parce qu'il y avait d'autres clubs européens qui étaient prêts à le prendre. Et bien, vraiment, le Bayern ont joué cette carte du club familial, où on peut bien intégrer les joueurs étrangers. Et donc, tu donnais l'exemple de pas mal de joueurs. Et en fait, il faut savoir que Ribéry, s'il gagne le championnat d'Allemagne cette année, ce sera le joueur du Bayern, ou le joueur en Allemagne, qui aura gagné le plus de championnats. C'est-à-dire que là, il est en passe de gagner son 8e championnat. Ce qui est impressionnant, c'est-à-dire que dans un club comme le Bayern, où il y a eu des grands noms qui se sont inscrits aussi dans la durée, Beckenbauer, Müller, Gerd Müller, même actuellement on a Schweinsteiger, Lahm, les anciens, ou Müller aussi, tous ces gens-là. Et ben finalement, celui qui a réussi, enfin va peut-être réussir à gagner le plus de championnats avec le Bayern, c'est Ribéry, ce qui montre bien qu'il y a donc une volonté d'intégrer des joueurs dans la durée. Donc voilà, je pense que c'est aussi pour ça. Enfin, Davis, il a bien vu qu'il y avait ces éléments-là qui étaient favorables pour une signature au Bayern. Oui, cette statistique, elle est quand même assez impressionnante. Et c'est vrai que finalement, voilà, c'est vrai que c'est assez rassurant. Et c'est vrai que on peut aussi, si on parle de Ribéry, dire que Ribéry, quand il a été dans la difficulté, et Dieu sait qu'il a été dans la difficulté, entre autres en équipe nationale, eh bien, le Bayern a toujours été derrière lui, l'a toujours soutenu, lui a donné l'aide juridique, lui a donné l'aide psychologique, et que finalement, c'est aussi à ça qu'on reconnaît, et c'est souvent la critique qu'on fait au club français, on reconnaît aussi les grands clubs à leur capacité à soutenir leurs joueurs, parfois un peu trop, mais le fait est que maintenant Ribéry il a une grande reconnaissance envers le Bayern, et qu'ils ont réussi à sauver un joueur qui aurait pu plonger, et finalement qui a réussi à passer le cap des ennuis multiples et variés, le cap de la déception de pas avoir été, et la déception et de l'injustice de pas avoir été Ballon d'Or. Et c'est aussi grâce au Bayern. C'est ça les vraies institutions. Tu as un autre élément éventuellement à donner? C'est bon pour moi là. Parfait. Alors on va passer alors à notre deuxième segment. Le championnat commence, et il commence sur un constat
qui Matuidi a eu un grand retentissement en Allemagne. On en a aussi parlé en France d'ailleurs. L'Allemagne a échoué comme jamais en Coupe du Monde. Cela pose des questions sur l'équipe nationale, bien sûr, mais aussi sur le regard que la presse, les partisans et sans doute les fans de foot européens et dans le monde ont sur la Bundesliga, la Bully. Donc, est-ce que tu peux peut-être nous en parler Oui, tout à fait. Alors, je vais d'abord commencer par l'équipe nationale parce qu'il y avait là les débuts de l'équipe nationale, le début de la reconstruction avec les 2 matchs, l'un contre la France et l'autre contre le Pérou. Alors, déjà sur le groupe en fait qui a été appelé pour ces 2 matchs, on attendait vraiment une reconstruction de la part de Löw. Il a été, comme tu as dit, ça a eu un énorme retentissement en Allemagne. On en avait parlé dans un des podcasts en parlant de la une du Spiegel qui était vraiment déprimante et déprimée de manière très, très, très importante. Et donc on attend, Löw là maintenant il est vraiment obligé de prouver sa qualité de sélectionneur dans la difficulté. Donc bien sûr la liste était vraiment scrutée, on attendait cette liste pour voir ce qui allait se passer. Est-ce qu'on allait garder les joueurs très critiqués, Thomas Müller notamment, mais pas que, ou est-ce qu'il allait y avoir vraiment un renouveau? Alors finalement on peut parler de reconstruction à petits pas, parce que il y avait une vingtaine de joueurs, je ne sais plus le nombre exact, mais il y a je crois 20 joueurs qui étaient appelés pour la liste là, contre la France et le Pérou. Eh bien, il y avait 17 joueurs qui étaient au mondial sur ces 20 joueurs. Donc, voilà, à part Özil finalement qui a mis fin à sa carrière internationale, il y avait peut-être une absence marquante, c'est celle de Khedira. Löw a discuté avec Khedira, il a indiqué que finalement il voyait des joueurs plus jeunes à ce poste de milieu de terrain. Et du coup, Khedira pour l'instant est mis un peu de côté, mais que si jamais, bien sûr, ses performances en club le justifie, il pourra revenir en sélection. Mais voilà, ça c'est l'absence marquante. Mais sinon, il n'y a pas de grand changement de césure véritable. Et il y a eu donc 17 des joueurs qui ont été du mondial qui ont été appelés de nouveau, avec juste 3 joueurs, 3 jeunes joueurs, donc Nico Schulz, milieu de terrain, Kai Havertz, milieu de terrain également, et Thilo Kehrer en défense. Et à noter qu'en fait, sur ces 3 joueurs, il n'y en a aucun qui a joué contre la France. Ils ont été mis contre le Pérou. Et encore, Kai Havertz et Thilo Kehrer ont été remplaçants. Il y a juste Nico Schulz qui a eu sa chance et qui a marqué d'ailleurs le but vainqueur contre le Pérou. Voilà, donc c'est pas au niveau du groupe, il n'y a pas de changement majeur pour l'instant, en tout cas. Ce qu'a dit Löw pour justifier ça, c'est qu'il a dit bah voilà, maintenant je donne la chance à mes joueurs de montrer ce qu'ils n'ont pas montré en Russie. Voilà. Bon. C'est en tout cas c'est sa façon de voir les choses. Pour l'instant, ils ont fait match nul contre l'équipe de France championne du monde, donc ils se sont rassurés. Ils ont gagné contre le Pérou difficilement, mais ils ont gagné. Donc l'essentiel est là sur les résultats. Mais attention, parce que la presse allemande est quand même assez critique sur ce peu de changements. Et du coup, si les résultats ne suivent pas, il y a un risque que Löw soit encore plus dans la difficulté. Voilà donc pour la liste en tant que telle. Il y avait des changements, on en avait parlé aussi dans un des podcasts, au niveau du staff en lui-même. Et effectivement, il y a eu des petites modifications, mais là encore, la presse allemande dit que c'est vraiment à la marge et qu'il n'y a pas de changement majeur. Donc je ne veux pas forcément rentrer dans les détails parce que ça ne parle pas forcément, mais c'est au niveau de ceux qui supervisent les adversaires, il y a des changements, et puis il y a une réduction du nombre d'encadrants. Voilà, mais pas grand-chose. Donc voilà, la reconstruction qui pose question, et il y a beaucoup de travail. Voilà, ce qui est marrant. Avant ça, si je peux me permettre, j'avais juste 2 petites remarques à faire. D'abord, à titre personnel, je pense que s'il y a bien des gens qui ont une capacité à rebondir, une capacité à tirer un trait sur le passé et à une volonté pas de se venger, mais de montrer, et une capacité à montrer qu'ils sont encore au top, c'est bien les Allemands. C'est vrai que ils ont quand même
celui qui suit le foot mondial, c'est que bon, les Allemands ils sont jamais morts quoi. Et c'est vrai que finalement, tel le phénix, l'équipe d'Allemagne, elle va ressusciter. Et donc c'est vrai que moi j'ai une vraie confiance là-dessus. Maintenant, on construit quand même, comme tu l'as dit, sinon décembre, des braises. Et c'est vrai que moi j'ai été très surpris de voir à quel point les Allemands paraissaient heureux de ce match nul contre la France et à quel point ils paraissaient soulagés parce que même s'ils avaient pleinement conscience que finalement la Coupe du Monde c'était un moment sans et que ça représentait pas leur vrai niveau, ils avaient aussi conscience que ça aurait pu vite mal se passer pour l'équipe d'Allemagne et qu'ils auraient pu prendre une grosse baffe et finalement voilà ça aurait pu mal se passer et il y avait quand même un vrai contentement dans les yeux des Allemands et donc ça c'est vrai que ça m'a un petit peu surpris quand même. Je te redonne la main, dis-moi. Ouais, je vais rebondir sur ce que tu disais. Il y a ce côté, voilà, ils ont prouvé qu'ils étaient encore vivants, qu'ils n'étaient pas complètement finis. C'était déjà une première chose qu'il fallait qu'ils se prouvent. Parce que ce qu'ils ont fait en Russie, c'était vraiment catastrophique par rapport à l'histoire même générale de l'équipe d'Allemagne en Coupe du Monde, mais aussi par rapport à l'histoire de ses joueurs. Donc voilà, là ils se sont rassurés et ils ont posé un peu peut-être les bases pour se dire voilà, on a fait le premier pas. On s'est dit qu'on pouvait quand même faire un match nul contre l'équipe de France. On pouvait gagner aussi, même si c'est le Pérou, mais on peut gagner sachant qu'ils ont été menés contre le Pérou, donc ils ont eu les ressorts psychologiques pour aller chercher une victoire alors qu'ils étaient menés. Voilà, donc c'est aussi, il faut voir, dans la reconstruction, on commence par les bases, et donc ils ont, on va dire, repris les fondations, et au moins psychologiquement, ils se disent que c'est bon, ils sont repartis sur des bases positives. Voilà, c'est ce qui peut expliquer le côté très heureux du match nul contre la France, parce que je pense qu'ils craignaient beaucoup ce match. Ils craignaient énormément, donc ça peut expliquer cette joie peut-être, alors que c'était un simple match nul. Et aussi ça explique aussi le soulagement qu'ils ont pu avoir contre le Pérou avec cette victoire. Voilà. Et effectivement donc aussi sur la remise en question du niveau de la Bundesliga, donc toi tu m'as dit que finalement et j'ai aussi entendu un autre commentateur le dire que finalement avant c'était le championnat, la Bundesliga c'était le championnat des champions du monde et que ça avait donné à ce championnat un prestige nouveau et un intérêt nouveau et que finalement avec les mauvais résultats de l'équipe d'Allemagne, sachant en plus que beaucoup des joueurs de cette équipe jouent en Bundesliga, la Bundesliga avait quelques craintes quant à, non pas son niveau, mais finalement le ressenti qu'on pouvait avoir sur le niveau. Est-ce que tu peux peut-être préciser tout ça ? Oui, alors il y a cette idée de championnat des champions du monde, et c'est vrai qu'il y a eu des années fastes pour la Bundesliga et le football allemand. Et finalement, la remise en question, elle arrive un peu en même temps, autant au niveau de l'équipe nationale que du championnat. On avait déjà parlé un petit peu de cette remise en cause du championnat avec la question des 50+1, parce que c'était donc au niveau du fonctionnement des clubs allemands, au niveau financier, parce que ça mettait en cause la capacité de concurrencer les clubs au niveau européen. Et effectivement, donc il y a maintenant une remise en cause de la Bundesliga. On peut plus dire c'est le championnat des champions du monde. C'est juste un championnat comme les autres. Donc il y a ce côté voilà de retour à l'ordinaire, un petit peu peut-être brusque et amer pour tout le monde en Allemagne. Et c'est vrai qu'il y a cette question de savoir comment est-ce qu'on fait maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour repartir. Alors là-dessus, je vais peut-être juste noter quelques petites idées qui ont été données par le magazine Kicker, donc qui est un magazine de référence sur le football allemand en Allemagne, et qui donne quelques pistes là-dessus. Notamment, et c'est peut-être l'un des problèmes de la Bundesliga, c'est que c'est la question du Bayern. Le Bayern qui est champion d'Allemagne depuis X années, sans tellement de concurrence, ou en tout cas les concurrents ne s'inscrivent pas dans la durée. On pourra en reparler tout à l'heure, mais
Voilà, donc il y a cette idée de se dire, ok, le Bayern peut être champion, mais il faut quand même essayer de l'empêcher d'être champion. Voilà, parce que ces dernières années, il y avait un peu cette idée que le Bayern était champion et qu'on se battait pour les places pour la Ligue des Champions. Donc ça, c'est déjà une première chose. Ensuite, et là aussi, on peut faire le lien avec ce que fait le Bayern pour aller chercher des joueurs, pour trouver des stratégies innovantes. Il n'y a pas que le Bayern, d'ailleurs, on a parlé tout à l'heure pour recruter des joueurs ailleurs qu'en Europe, etc. C'est qu'en Allemagne, voilà, il y avait aussi, a priori, une ambiance de plainte. On disait que voilà, on a moins d'argent qu'ailleurs, notamment que les Anglais, que les Espagnols, et que du coup, c'est pour ça qu'on ne peut pas être aussi bon que les autres, etc. Voilà. Disons que pour Kicker, ça peut pas durer. Il faut maintenant arrêter de se plaindre et essayer de faire avec ce qu'on a et essayer de bien faire avec ce qu'on a déjà. Déjà de tirer le meilleur parti de ce qu'on a. Et le lien avec ça, c'est déjà de faire jouer les jeunes. Alors certes, les jeunes joueurs étrangers, mais aussi les jeunes joueurs allemands pour les amener à un niveau suffisant pour l'équipe nationale. Parce que c'est ça aussi le réservoir de l'équipe nationale, c'est le championnat allemand, c'est la Bundesliga, et du coup, si on ne fait pas jouer les jeunes joueurs dans la Bundesliga, on aura du mal à avoir une équipe nationale jeune et de qualité, ou en tout cas une relève. La relève étant une des questions sur l'équipe nationale, puisque là les joueurs commencent à être un peu vieillissants pour certains. Voilà, et après, voilà pour les principales idées. J'en donnerai une dernière qui est intéressante et qui arrive un peu en contradiction avec ce qu'on disait sur le Bayern. C'est que il y a une tendance, on l'a dit, des clubs européens et des grands clubs européens à faire du marketing, à vouloir aller faire des tournées par-ci par-là pour aller vendre la marque qu'est le club à l'étranger, pour vendre des maillots, etc., etc. Et finalement, ce que dit l'article de Kicker aussi, et qui est intéressant, c'est de dire, bon, finalement, on joue au foot. Et l'essentiel, c'est quand même ce qui se passe sur le terrain. Et c'est ça qui doit être au centre des préoccupations. Et après, le marketing, etc., suivra. Mais si on a un championnat mauvais, on ne pourra pas vendre les droits télé. En gros, là, si je fais un raccourci, ce sera plus difficile de vendre des droits de télé à l'étranger d'un championnat qui est moyen, plutôt que d'un championnat qui est spectaculaire et avec des bons joueurs et des bons matchs. Voilà, et ça va avec de pair aussi. Il y a des questions sur le jeu produit en Bundesliga. L'année dernière, il y a eu des beaux matchs, mais très peu de buts, ce qui est très mal vu en Allemagne. En Allemagne, on aime bien quand il y a beaucoup de buts. Et les années fastes de la Bundesliga, c'est quand il y avait beaucoup de buts. Et du coup, voilà, il y a aussi des critiques de ça, des tactiques prévues par les entraîneurs. On veut des tactiques offensives. Voilà, on veut changer un petit peu d'état d'esprit pour retrouver les années fastes et les années brillantes de la Bundesliga. Voilà un petit peu ce qui se dit en Allemagne là-dessus. Parfait, maintenant on va peut-être s'intéresser finalement au vif du sujet, comme tu disais, le jeu. Donc cette année en Bundesliga, quels sont les favoris? Alors, je vais mettre au singulier. Le favori, on en a parlé depuis le début de ce podcast, c'est le Bayern. Comme tout est intéressant, donc je reviens sur Kicker, qui fait un super magazine de présentation de la saison. Et à chaque entraîneur, il pose la question rituelle, qui sera champion d'après vous? Et alors je l'ai pas vérifié, mais je crois que 100% des entraîneurs disent le Bayern. Donc tous les entraîneurs, à part peut-être celui du Bayern qui par humilité parle d'autres clubs, mais sinon, tout le monde voit le Bayern champion. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir le début de championnat. Ils ont déjà battu Hoffenheim, qui était une bonne équipe l'année dernière, le Bayer Leverkusen également, et assez largement, 3-1 à chaque fois. Donc le Bayern, pour moi, c'est l'immense favori. En plus, ils ont, voilà, les joueurs, ils ont des jeunes joueurs dont on a parlé. Je voulais noter, ça fait aussi le lien avec l'équipe nationale qui se reconstruit, le fait que ce que tu disais sur la capacité des joueurs allemands à rebondir. L'un des meilleurs joueurs de début de saison en Allemagne, c'est Thomas Müller, qui a été très critiqué pendant le mondial et qui l'a fait un début de saison pendant la Coupe du Monde et là fait un début de saison magnifique. Donc voilà, si il y a Thomas Müller en forme, l'effectif bien sûr magnifique. A priori, il n'y a pas d'autre favori que le Bayern. Le seul adversaire du Bayern,
le seul adversaire du Bayern, si je puis dire, c'est le Bayern lui-même. C'est-à-dire, il faut éviter les conflits entre les égaux et avec aussi la question de savoir si Niko Kovac, qui est un jeune entraîneur et qui entraîne pour la première fois à ce niveau-là, réussira à tenir cette équipe tout au long de la saison. Ouais, qui va réussir, voilà, à faire tenir cette marinade. Moi, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, évidemment. Et là encore, finalement, le Bayern a fait un choix qui est le choix de la continuité. Et il me semble qu'ils sont sur 6 championnats. Enfin, ça fait 6 ans qu'ils sont champions. Et donc, avec le même groupe, ils vont essayer de tirer cet exploit, cette performance, juste encore une année. Alors, il y a évidemment un outsider. Alors, quel outsider est-ce que toi tu proposes? Alors, Quel est le seul... à part le Bayern, comme tu l'as dit si bien, quel est le principal adversaire du Bayern? Finalement, au début de saison, ou même par rapport aux résultats de la saison dernière, il pouvait y en avoir plusieurs. Et il y en a un qu'un seul qui pour l'instant se détache, et c'est le seul dans lequel je crois pour ma part, c'est Dortmund, qui a eu une intersaison très intéressante en engageant Lucien Favre, donc l'ancien entraîneur de Nice, mais qui est aussi un familier de la Bundesliga, puisqu'il y a joué, puisqu'il y a déjà entraîné, et avec des bons résultats. Donc Lucien Favre comme entraîneur à Dortmund, avec des joueurs aussi qui s'inscrivent dans la durée, avec Marco Reus, Götze, Kagawa aussi au milieu de terrain, et avec des joueurs voilà en défense qui sont là depuis très longtemps aussi. Il y a une stabilité, et en plus de cette stabilité, il y a des nouveaux éléments qui apportent toujours du plus. Que ce soit ici Lucien Favre en entraîneur, mais il y a aussi Axel Witsel, le Belge qui s'est engagé avec Dortmund, qui apporte de la qualité. Voilà, c'est-à-dire qu'ils arrivent à avoir ce mélange de stabilité et d'apport positif. Après, c'est un peu comme le Bayern, mais toujours un peu encore en dessous. Mais je pense que voilà, c'est vraiment ceux qui sont le plus réguliers et qui sont le plus à même d'embêter le Bayern cette saison. Mais moi, j'aime beaucoup Lucien Favre. Alors, je crois qu'il va réussir sinon à être champion, sinon à embêter le Bayern, au moins à faire une équipe qui sera cohérente et qui proposera un jeu de qualité et puis un jeu qui sera en mesure de réussir et de faire gagner des matchs. Donc, je souscris tout à fait, encore une fois, ce que tu as dit. Est-ce qu'il y a un club à suivre en Bundesliga? Alors, juste avant cette question, j'avais quand même 2-3 éléments sur les outsiders. Ça te va que je complète un petit peu. Parce que c'est vrai que la saison dernière était intéressante avec des surprises, plus ou moins, ou des clubs qui semblaient évoluer dans la bonne direction. Je pense notamment à Hoffenheim, qui est un petit club, mais qui justement trouve des méthodes pour essayer de compenser son manque d'envergure pour l'instant, pour être à niveau, et qui l'année dernière a réussi à être 3e. Et donc c'était un premier outsider possible cette année. Il y avait aussi Schalke 04, qui a fini vice-champion l'année dernière, et le fameux Rasenballsport Leipzig, RB Leipzig, qui l'année dernière avait fait aussi un très bon résultat. Sans oublier le Bayer Leverkusen. Donc c'était 4 outsiders possibles. Et quand on voit le début de saison, finalement, à part Dortmund et le Bayern, donc il n'y a eu que 3 matchs joués pour l'instant, mais le Bayern a déjà gagné tous ses matchs, alors que le Bayer Leverkusen n'en a gagné aucun, que Schalke n'en a gagné aucun non plus pour l'instant, donc il y a déjà 9 points d'écart entre le Bayern et ces deux équipes. Hoffenheim et Leipzig sont ils ont fait quelques bons résultats, mais c'est quand même moyen. Donc par rapport justement aux outsiders, au Bayern et à Dortmund, ils ont déjà pris de l'avance sur ceux qui auraient pu les embêter cette année. Voilà pour ma précision sur les outsiders. Alors, est-ce que tu as un club que tu nous proposes de suivre plus particulièrement? Alors, en Bundesliga, pas forcément. Moi, ce qui me semble être le plus intéressant à suivre cette année en Allemagne, c'est le club de Hambourg, le HSV, qui
étaient en Bundesliga depuis la création de ce championnat, c'est-à-dire en 1963. Ils avaient fait 56 ans, il me semble, ouais, c'est ça. 54 ou c'est 54 ans. Pardon. Tout à fait. Ils avaient fait tous les championnats, enfin toutes les saisons dans l'élite. Et après, bon, ça faisait quand même quelques saisons où ils frôlaient la relégation à chaque fois. Ils sont descendus l'année dernière. Et donc, ils entament cette année leur première saison en deuxième Bundesliga. Et c'est la grande question de savoir, est-ce qu'ils vont réussir à remonter directement. Et c'est vraiment moi je pense que c'est ce qu'il y a de plus... Enfin, c'est vraiment un club à suivre pour voir si ils vont réussir à monter directement. En plus, c'est un club avec de la ferveur exceptionnelle, vraiment un club de tradition. Le problème en deuxième Bundesliga, c'est que ça va vraiment être le club à battre. Et on l'a vu là, la dernière journée qui vient de se passer, ils ont perdu 3-2 contre Paderborn. Voilà, c'est parce que c'est pas facile. Et ils sont vraiment... non, pardon, je me trompe. Je me trompe. Mais en tout cas, voilà, pardon, je pensais à le premier match de la saison où ils ont perdu 3-0 contre Kiel à domicile. Voilà, ça va pas être facile, mais ça va être intéressant à suivre. Après, si je veux répondre vraiment à ta question de savoir le club à suivre en Bundesliga, je dirais du côté canadien, pour ceux et de Montréal, ceux qui ont suivi Samuel Piette, le club dont il a fait partie en Europe, le Fortuna Düsseldorf, est remonté en Bundesliga, et donc ça va être aussi un club à suivre pour savoir s'il va réussir à se maintenir. Et pour l'instant, ils sont les résultats sont quand même tout à fait honnêtes pour réussir cette mission. Je te remercie pour cet éclairage sur Hambourg. En effet, c'est intéressant de voir ça, et c'est vrai que on a beaucoup parlé de la descente de Hambourg, on l'a beaucoup regretté, surtout que finalement, moi j'ai vu une carte de la Bundesliga, et Hambourg, enfin les clubs, il y a peu de clubs au nord de l'Allemagne. La plupart des clubs de Bundesliga sont plutôt, on va dire, un peu au centre. Et donc c'est vrai que Hambourg, outre l'histoire d'amour entre la Bundesliga et Hambourg, c'est aussi un club du Nord, et donc c'est vrai que finalement, c'est agréable que les différentes régions soient représentées en Bundesliga. Merci aussi pour cet éclairage sur l'ancien club allemand de Samuel Piette. C'est super sympa. On va peut-être passer maintenant alors à l'instant impact. Boum! Donc le sujet à Montréal, la semaine dernière, c'était les prix des billets et des abonnements. Cette hausse, elle est plus ou moins brutale, plus ou moins justifiée ou justifiable. Donc c'est vrai que moi, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Le seul avis que j'ai, c'est que c'est vrai que souvent, les partisans, les fans, mettent une corrélation entre le prix des billets et quand il y a l'augmentation, avec quelque chose que moi je voudrais mettre en exergue. Moi, je préférais plutôt mettre en exergue que finalement, il faut considérer que l'augmentation, évidemment, ça peut faire venir ou aider à recruter des nouveaux joueurs, mais c'est aussi quelque chose finalement d'un peu plus global. L'impact augmente les billets et les abonnements, c'est aussi finalement pour monter un petit peu en qualité. Voilà. Et donc en Allemagne, c'est aussi un sujet qui a été au centre peut-être pas au centre, mais un sujet d'intérêt et un sujet de débat, c'est ça? Oui, il y a eu cette question du prix des abonnements. Alors parce que il n'y a pas forcément de prix de discussion sur le prix des places en tant que tel, sachant qu'il est très difficile d'avoir quand même des places si on n'est pas abonné en Allemagne, puisqu'il y a beaucoup d'abonnés et que ça remplit très vite le stade ensuite. Mais effectivement, sur les abonnements, d'autant plus que en Allemagne, il y a aussi donc des tribunes debout, et qu'on pourrait s'attendre à ce que du fait qu'il y ait des tribunes debout, les prix soient moins élevés. Mais sur les tribunes debout, j'ai plus les chiffres exactement, mais ça peut quand même
être assez cher. Si on a par exemple, ça peut commencer à Dortmund, par exemple, ça commence à 215 € l'année pour une tribune debout. Et ça peut aller jusqu'à... Alors après, si on sur les abonnements, si on va jusqu'aux tribunes assises, ça peut aller... Alors c'est Schalke qui nous fait qui est le plus cher. C'est 884 € l'année pour avoir un abonnement. Donc en fait, ce que disait la presse, c'est que voilà, ça devient très cher maintenant de supporter son club. Et ce qui me fait penser, alors je sais plus où est-ce que je l'ai lu ou entendu, mais j'ai entendu que en première ligue, avec les droits télé, finalement, les clubs n'ont plus besoin du prix des billets d'entrée pour arriver à l'équilibre. Voilà, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que c'est de dire qu'ils ont plus besoin finalement de faire payer très cher. Oui, c'est pas une variable d'ajustement, voilà. C'est pas un enjeu financier. Voilà. Alors là, c'est en première ligue, hein, c'est très particulier. Mais il y a aussi d'autres aspects. Il faut aussi voir, parce que la première ligue est intéressante sur ce point-là, c'est que c'est pas forcément une question financière uniquement du club d'augmenter les tarifs des places, mais il y a aussi une volonté peut-être d'exclure un certain public, ce qui a été le cas en première ligue, hein, d'exclure les hooligans. Alors bon, bien sûr, je pense pas que ce soit le cas à Montréal, mais disons qu'il n'y a pas que l'aspect financier qui entre en ligne de compte forcément. Voilà pour ce qu'il y avait à dire. Mais, de toute façon, c'est l'une des hypocrisies du football dans de nombreux pays, c'est-à-dire que à la fois on voudrait augmenter le prix des billets pour gagner de l'argent, pour gagner de l'argent, pour que les budgets soient plus importants, mais on souhaite avoir un stade plein, beaucoup de public et de préférence un public qui soit qui bouge, qui supporte son équipe et qui soit télégénique. C'est-à-dire que finalement le public fasse aussi partie du spectacle. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs ligues en Europe qui donnent des amendes au club quand il n'y a pas assez de public ou quand la partie que la télé a décidé de montrer en priorité, enfin l'axe des caméras, est pas rempli. Et là, on est en pleine hypocrisie. Il faut savoir, est-ce que vous voulez remplir vos stades de supporters nombreux et actifs, ou est-ce que le supporter, c'est une vache à lait, qu'on va augmenter les tarifs, quitte à que le stade soit un peu moins plein, et comme tu l'as dit, quitte à que les supporters soient plus des spectateurs que des supporters actifs qui vibrent, qui chantent, qui vont faire éventuellement des tifos. C'est vrai qu'on avait fait il n'y a pas si longtemps là-dessus un podcast avec notre ami Grégory qui expliquait que que lui il considérait que un stade où il n'y a pas d'ultra, un stade où il n'y a que des spectateurs, c'était pas vraiment un stade de foot, et donc on est en pleine hypocrisie. C'est vrai, c'est le problème du Paris Saint-Germain. Autre chose à indiquer peut-être? Non, c'est bon. Là, on va passer alors au coup de cœur, coup de griffe. Donc, je vais me permettre de commencer. Moi, c'est un coup de cœur. Mon coup de cœur, c'est Hatem Ben Arfa, qui a décidé, beaucoup le regretteront, de jouer à Rennes, mais surtout, il est parti du PSG. On connaît l'histoire. Le PSG a décidé de ne plus faire jouer Karim Ben Arfa pour des raisons plus politiques que sportives, et malgré l'intervention de nombreux de ses coéquipiers, dont Neymar, il a plus pu jouer avec le PSG. Le PSG n'a plus voulu le faire jouer, et donc on a enfin libéré cet artiste. Moi, je considère que les gens, ils achètent justement, on a parlé tout à l'heure des billets, ils achètent des billets, ils s'abonnent au football pour voir des joueurs comme Ben Arfa, pour voir des joueurs comme Messi, comme Mbappé, ou tous ces joueurs qui font lever les foules de ces sièges. Et c'est pour ça que je suis très content qu'il ait changé de club, qu'il soit libéré, et j'espère qu'il jouera bientôt. On espérait qu'il joue ce week-end contre Nice,
son entraîneur a préféré attendre encore un petit peu. Moi, je suis très impatient qu'il rejoue et qu'il nous refasse vibrer. Et voilà, donc je suis donc très pressé. Est-ce que toi, t'as un coup de cœur ou un coup de griffe? Alors, peut-être un coup de griffe. J'ai l'impression toujours de faire des coups de griffe, mais c'est plus, c'est sur la Ligue des Nations. Là, cette nouvelle compétition qui existe en Europe, dont le premier match pour l'équipe de France était contre l'Allemagne, et dont on comprend pas très bien encore l'utilité ni le sens en fait, tout simplement, et à quoi ça sert, et le fonctionnement. On comprend pas trop le fonctionnement, et je crois que même que les joueurs ne comprennent pas le fonctionnement, et que voilà. Enfin, du coup, je comprends pas trop non plus cette idée cette volonté de mettre des compétitions tout le temps. D'autant plus que ça peut saturer finalement tout le monde et finalement n'intéresser personne. Voilà, c'était un petit coup de griffe sur la Ligue des Nations. Ah, moi, je souscris. Moi aussi, je suis je suis très mécontent. Cette compétition, je considère qu'elle est ni fait ni à faire. Avant, il y avait des matchs amicaux et moi, franchement, je préfère voir un France-Canada, un Islande-Cameroun, un Canada-Cameroun ou un Canada-France plutôt que de revoir ces matchs entre la France et l'Allemagne, la France et les Pays-Bas. Les Pays-Bas, on les a déjà joués il y a même pas un an pour la qualification à la Coupe du Monde. Moi, j'en ai marre de voir des Pays-Bas. Alors, on dit beaucoup que finalement, les matchs amicaux sont pas toujours faciles à organiser, que parfois, il y a 3, 4, 5, 6, jusqu'à 8 changements. Mais voilà, mais moi, j'ai envie de voir ces matchs. J'ai envie de voir, finalement, c'est aussi l'occasion de lancer des nouveaux joueurs sans que l'enjeu soit trop important, sans que l'enjeu dépasse le jeu. Et voilà, cette Coupe des Nations, en plus moi j'y comprends rien, on n'y comprend rien, on n'a pas vraiment compris à quoi elle servait. Alors évidemment, il y aura un vainqueur, il aura une coupe, ça fera une ligne de plus sur son palmarès. Alors il y a des nations qui espèrent ouvrir leur palmarès grâce à cette nouvelle compétition. Alors si elle l'ouvre, bien tant mieux pour elle. Mais moi, franchement, enfin, j'arrive pas à y souscrire et ça m'embête vraiment, ça m'horripile. Voilà. Eh bien, on a fait un beau tour d'horizon de nos différents sujets. C'était très agréable, très sympa. Merci d'avoir accepté de participer à ce podcast, qui est c'est un petit peu le tien. Merci pour tes Merci à nombreuses toi. lumières. Bien, merci Je Alex. remercie évidemment aussi, mais c'est parfait. Je remercie évidemment aussi le CanFC d'accueillir le podcast. Abonnez-vous au podcast qui sont disponibles sur toutes les plateformes. Faites une recherche Cannes Football Club Plus au compte Twitter @ Cannes Foot Club. Vous pourrez aussi suivre l'actu du soccer avec les petits nouveaux comme un Phocéen à Marseille, les Trois Lions, les historiques, le match en main, MLS Africa Plus de mon ami Matt Lemay, le Lopo Avendano du dynamique duo, le Blaugrana du tout aussi dynamique duo, Sport Borac et Rock'n'Roll de Borac, le CCCP du duo magique, Soccer Local Point de Match. N'hésitez pas évidemment à donner votre avis sur le podcast, à poser des questions sur le podcast, peut-être à suggérer des sujets. Rebondissez sur le podcast, il est mou, ça fait pas mal. Pour cela, mon Twitter est ouvert. Mon compte Monsieur Foot de Foot, MRFOOTDEFOOT. Pour conclure, comme de tradition, je salue et j'embrasse mon fils Adrien. À bientôt à tous. À bientôt.